Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous faire la seconde partie des sorties du mois de septembre. Il y en a quand même pas mal ce mois-ci et c'est vrai qu'il y a beaucoup de poches, donc j'ai préféré scinder la vidéo en deux pour que ça ne soit pas trop long. Alors juste en aparté, je me suis réveillée très tôt ce matin, à 4 heures du matin, pour conduire un de mes loulous qui fait un voyage d'intégration pour le collège. Donc ça pique un peu, vous m'excuserez si je bafouille, si je suis pas très claire. Parce que oui, c'est un petit peu dur quand même ce matin. Mais on va passer tout de suite aux sorties. Alors je crois qu'on s'était arrêté à peu près au 17 septembre. Et toujours, voilà, une sortie poche qui sortira justement au livre de poche. C'est L'Engrange-Tante tome 1 de Nell Playfair. Alors je sais plus, je crois que c'était sorti. Alors je l'ai en grand format. Enfin, je fais du rangement dans la bibliothèque. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, j'avais acheté en plus les hardback collector. Je me demande si c'est pas du Hachette. En Graëne, le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux oranimas. Ils ont vraiment fait exprès de choisir des mots compliqués. Je suis déjà pas réveillée, mais là. Donc, elle parle aux oranimas, ces horloges pourvues d'âme, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Mais son quotidien parfaitement rythmé se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Voilà, donc on va suivre les aventures de cette héroïne. C'est une duologie, ils l'ont vendue en hardback, ils l'ont vendue en brochet. Ah bon, c'est bien, ça sort en poche, donc c'est super. Toujours le 17 et toujours chez le livre de poche va sortir aussi le tome 1 du manoir de Castelcats, l'automne des aspirants d'Alain Puy-Ségur. C'est pareil, c'était sorti chez Scrinéo à la base. Là, apparemment, tout le monde traduit ça comme un Harry Potter, mais version chat. C'est-à-dire qu'on a des chats qui vont rentrer dans une académie pour apprendre la magie, avec des épreuves, avec voilà, des cours. J'ai le tome 1 aussi dans ma palle que Scrinéo m'avait envoyé parce que je faisais partie du comité de lecture des manuscrits de chez Scrinéo. Et quand vous en faisiez 3, ils vous proposaient un livre. Alors, pas dans ce qu'ils avaient de plus récent, il fallait que ça ait plus de 6 mois de publication. Donc, j'avais demandé le tome 1, je n'ai toujours pas lu. Là, d'ailleurs, je ne reçois plus depuis un moment de. J'aurais pas renvoyé de message, mais c'est vrai que j'ai plus trop le temps non plus de lire des manuscrits. Mais il y a un bout de temps que j'en ai pas reçu. J'ai vu qu'une fois sur leur compte, ils faisaient une réouverture de manuscrits. Alors, ils avaient peut-être arrêté les manuscrits, je sais pas trop, mais bon, n'ayant plus trop le temps non plus, j'avoue que j'ai arrêté aussi. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce qu'une fois, j'ai vu passer un livre chez eux, j'ai dit, mais je l'ai lu celui-là, j'ai lu la première version, quoi, enfin la version que l'autrice leur avait envoyée. Je me suis dit, tiens, c'était marrant de le voir passer, avec les trucs qui avaient changé aussi. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Alors, nous sommes toujours le 17 septembre et cette fois, elle sortira chez Larousse Jeunesse. C'est assez rare que je mette des livres de chez Larousse. Le 113e apprenti bibliothécaire. Alors, on va du coup être plus dans de la jeunesse, mais on va parler de bibliothécaire, donc bon, ça m'a tenté aussi. On va suivre Oliver Wormwood, qui est sûr que son nouveau travail à la bibliothèque sera ennuyeux, jusqu'à ce qu'il apprenne que les livres recèlent un grand pouvoir et un grand danger. À la fin de sa première journée, Oliver a vu une personne morte, a été hypnotisé par un livre, a rencontré un nombre inquiétant de chats et a combattu une horde de créatures terrifiantes. Avec seulement une mystérieuse fille appelée Agatha pour lui montrer les ficelles du métier, Oliver doit apprendre vite s'il veut vivre plus longtemps que les 112 assistants bibliothécaires avant lui. Bon, ça a l'air très marrant, c'est plus jeunesse, mais ça a l'air très marrant. Alors là, le prochain, c'est une suite, toujours le 17 septembre, et là, c'est chez, eh ben, je n'arrive plus à lire, chez Bayard Jeunesse. Voilà. C'est le tome 2, Agence Perdido, de Victor Dixon, le musée effacé. Bon, j'ai acheté le tome 1 aux Aliénales l'année dernière, puisque Victor Dixon était présent. Donc, je vais attendre avant de me précipiter sur ce tome 2, de lire le tome 1 pour voir si ça me plaît. Je ne vais pas trop lire le résumé non plus. L'agence Perdido, en fait, c'est une agence qui s'occupe de retrouver des objets perdus, mais avec un côté magique. Je ne sais plus trop le résumé, mais je préfère pas trop me replonger dedans pour garder la surprise. On va rester dans de la jeunesse avec Fleurus. Alors par contre, celui-là, c'est pareil, j'ai 2 dates. J'en ai une le 12 septembre, une le 17. Bon,
En tout cas, aux alentours de la mi-septembre. C'est les mystères de Byton Cove, tome 1, un secret à déterrer. Alors, quand on voit la couverture, je trouve que ça fait très cosy fantasy. Fleurus, c'est plutôt de la jeunesse. Alors, est-ce qu'on va être sur du young adulte? Je pense. Alors, Byton Cove est l'une des villes les plus hantées des États-Unis. Ces bois seraient habités de fantômes et de sorcières vengeresses. Pourtant, Ruby Gauthier, française de 20 ans, en a rêvé d'étudier ici. C'est là que sa grand-mère, décédée, a vécu 60 ans auparavant, et c'est là qu'elle a promis d'honorer sa dernière volonté, déposer un médaillon sur la tombe d'une dénommée Emily Nolan. Sur place, Ruby découvre l'horreur. La dite Emily est la supposée meurtrière d'un célèbre écrivain né à Byton Cove. Pourquoi sa grand-mère l'aurait-elle menée ici? Ça paraît assez mystérieux en même temps, même si c'est de la jeunesse, puis il y a un petit côté cosy fantasy, cosy mystery, qui pour une fois, j'aime bien quand ça se passe dans des mondes imaginaires, mais là, j'avoue que ça me tente pas mal. Donc à voir, c'est pareil, je pense que je regarderai les premiers retours. Alors celui-ci, il vient des éditions Talon que je ne connais pas, mais vu le sujet, je l'ai mis aussi dans la sélection. Alors c'est pareil, j'ai deux dates, une le 12, une le 17. C'est Médée, naissance d'une sorcière de Chloé Perrault. Donc on va non seulement parler de Médée, mais aussi de Circé, parce que dans la mythologie grecque, Circé et Médée sont de la même famille. Alors je crois que là, ils en ont fait des cousines ou tantes ou nièces, je ne sais plus trop, mais c'est vrai qu'elles sont toutes les deux de la même famille. Bon, elles n'ont pas une réputation d'enfer, mais justement, j'aime bien dans ces réécritures de mythologie gréco-romaine avoir la version féminine, c'est toujours intéressant. Pour vous, ce sont des mythes, pour moi, ce sont des histoires de famille. Médée a grandi bercée par les récits des exploits héroïques des membres de sa famille, les déesses et dieux de l'Olympe. Aussi, lorsqu'un oracle prédit la destruction de son royaume et que le mari de sa sœur est assassiné sous ses yeux, son monde s'effondre. Pour l'empêcher de révéler ce qu'elle a vu, son père envoie Médée sur l'île infestée de serpents, où sa tante Circé, que l'on dit folle, vit recluse. Celle-ci va initier la jeune fille à la magie, lui raconter l'histoire du point de vue des femmes, lui donnant le goût de la révolte et de la liberté. Il n'a pas l'air mal du tout, celui-là, quand même. Ce qu'on va voir, c'est deux femmes. En plus, je ne sais pas si... Bon, Circé, c'est avec Ulysse et l'Odyssée. Médée, c'est Jason et les Argonautes. Vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est passé avec Médée. Je ne vais pas vous le redire ici pour ne pas vous spoiler au cas où. Voilà, on va peut-être mieux comprendre pourquoi ces femmes ont fait ça. Et j'avoue que c'est plutôt intéressant. Toujours le 17 septembre va sortir chez Hachette Vive la Reine des Citrouilles, tome 2, Sally et le Royaume du Temps. Donc avant, c'est vrai que Hachette, il faisait sur un personnage qu'on ne voyait qu'une fois. Là, ils en ont fait deux avec Mérida de... Comment ça s'appelait Mérida. Ah, c'était... je n'arrive plus à retrouver le titre du film. C'était en Écosse. C'était pas Rebelle? Non, je sais plus. Là, avec Sally, c'est le deuxième qu'ils sortent. J'ai le premier dans ma palle, je ne l'ai pas encore lu, donc évidemment, celui-là, je vais attendre. Bon, il a un beau jaspage et tout, il est très beau, mais je vais attendre un petit peu. Par contre, je n'ai que le résumé en anglais, donc j'espère qu'il sortira bien en septembre, parce que j'avais eu avec ça, avec avec Robin des Bois, avec une réécriture de Robin des Bois, où cette fois on mettait l'accent sur Marianne, hein, l'héroïne de Robin des Bois dans le film de Disney avec les renards. Mais tout compte fait, ce livre, je ne me rappelle pas l'avoir vu en librairie, donc je ne sais pas s'il est vraiment sorti. Bon, apparemment, Sally va quand même sortir, à voir mais je vais d'abord lire l'autre et on verra après. Ensuite, sortira toujours le 17 septembre l'éclat pardon, et la nuit, tome 1 de Lisandre Azaello. Et je n'ai pas le nom de la maison d'édition. Bon, je ne l'ai pas correctement noté, vous m'excuserez. Là, alors, on suit la descendante illégitime des événementiels. Cèdre est la dernière à porter la magie de 3 étoiles et à pouvoir, grâce à elle, voir l'avenir. Forcée de vivre dans l'ombre, elle rêve pourtant de restaurer sa lignée et de devenir la sauveuse de l'empire vacillant. Afin d'obtenir la reconnaissance et la puissance qu'elle convoite, Cèdre s'introduit dans le palais en se faisant passer pour une divinatrice et s'approche de l'empereur Arthéus. Lui seul peut réveiller pleinement son don grâce au rituel des portes étoiles. Mais elle n'est pas la seule à cacher son identité. Le véritable empereur est mort et avec lui la magie dont Cèdre a besoin. Un jeu de dupes commence alors entre les deux imposteurs, chacun tentant de manipuler l'autre pour obtenir ce qu'il désire le plus, le pouvoir. Alors, je ne sais pas si ça va se terminer en romantaisie ou pas.
Après, la couverture, ça fait un peu young adulte. Donc, pareil, on va voir un petit peu les premiers avis avant de se lancer dedans. Là, on va plus aller vers du post-apocalyptique. On est toujours le 17 septembre et ce sera aux éditions Fayard. Je ne me rappelle pas les avoir vus sortir des romans comme ça un peu plus fantastiques. C'est Ni le jour ni l'heure de Sylvain Forge. Alors, que feriez-vous de votre vie si vous connaissiez l'année de votre mort? Montpellier 2037. Sous une canicule écrasante, la ville agonise. Dans ce décor apocalyptique, une intelligence artificielle révolutionnaire, oracle, transforme notre quotidien. Elle scrute nos données les plus personnelles et révèle avec une précision troublante l'année où vous quitterez ce monde. Face à cette nouvelle réalité, la chronopolis émerge comme une nécessité pour gérer ceux qui ne peuvent supporter le lourd secret. Connaître la vérité peut parfois être un fardeau insupportable. On se demande ce qui a pu amener des scientifiques à inventer une IA pour vous donner le moment de votre mort. Bref, Sébastien Ortega, un nouveau membre de cette équipe de super flics controversés, a des motivations bien différentes. Il cherche à se venger de blessures familiales. Son enquête le conduit des bidonvilles de Montpellier au marais mystérieux de Camargue, le plongeant dans un cauchemar où la technologie, censée nous éclairer, engendre des monstres rangés par la folie. Ça a l'air pas mal du tout. Il n'est pas encore très cher, 21,90 €. Je ne sais pas combien de pages il fait. Mais j'avoue que moi, il m'a bien tenté, celui-là en tout cas. En plus, avec, voilà, avec ce sujet des IA, un côté post-apocalyptique. Par contre, ce qui fait un peu peur, c'est que c'est en 2037. Donc, c'est que dans 12 ans, dans le fond. Celui-ci, alors voilà, je pense que la frontière entre le thriller et le fantastique peut être fine. Ce sera peut-être que du suspense. En tout cas, rien qu'à voir la couverture. Alors, je pouvais que le mettre là. La couverture est trop belle. C'est toujours chez Fayard, toujours le 17 septembre. Et c'est le prochain roman de David Coulon, Le murmure des victimes. Une maison isolée. Emma, 8 ans, a trouvé refuge dans une chaleureuse famille d'accueil, loin de ses parents toxiques. Mais la nuit, elle entend un monstre rôder derrière les murs, un murmure étouffé que les adultes mettent sur le compte de son imagination. Une nuit, un drame éclate non loin. Un homme assassine sa compagne dans un accès de violence atroce. Poursuivi et acculé par les forces de l'ordre, il se réfugie dans la maison où vit la petite fille à l'insu de ses occupants. Traqué, il s'y cache, devenant prisonnier invisible de la bâtisse. Comment ne pas sombrer dans la folie alors qu'il croit peu à peu percevoir des râles et des griffures la nuit? Emma a-t-elle raison? Une bête est-elle tapie dans l'ombre? Mais pourquoi seule la petite fille et lui semble-t-il l'entendre? Les monstres existent-ils? Vivent-ils chez nous? Dans nos maisons? Ça a l'air pas mal quand même. Puis alors la cover, j'adore. Je crois que celui-là, il va aller en wishlist. À moi que je lise vraiment des trucs pourris dessus, mais même des fois quand vous êtes décidé, qu'il y a un livre qui vous a tapé dans l'œil, même si vous avez des retours qui ne sont pas forcément topissimes, bah vous avez quand même envie de les lire. Alors là, c'est pareil, on est chez Sonatine. De temps en temps, ils nous font aussi des livres comme ça, un petit peu mystérieux aussi. Sonatine qui flirte aussi avec le fantastique, qui sont très tentants. Pardon, je suis désolée. Alors, c'est la maison aux 9 serrures de Philippe Gray. Bon, déjà, une maison un peu mystérieuse. Évidemment, moi, ça me tente. Nous sommes à Bruxelles en février 1952. Un incendie se déclare dans un entrepôt. On y retrouve le corps d'un veilleur de nuit. Simple accident? Arrivé sur les lieux, le commandant de Smet semble en douter. Gand, avril 1957. Après une enfance marquée par la maladie, la jeune Adélaïs de Wolf reçoit de son oncle un curieux héritage. Une maison dont elle ignorait l'existence. Celle-ci possède 9 serrures et Adélaïde découvre bientôt à sa grande stupéfaction la raison d'une telle protection. Alors que son existence prend un nouveau tournant totalement inattendu, elle va bientôt devoir faire face aux investigations du commandant de Smet, un homme qui ne lâche rien jamais. Je ne sais pas si on va être dans du fantastique ou pas. Alors, cette maison a l'air très étrange. Donc c'est pareil, je vais attendre les premiers retours, voir si c'est que vraiment policier, suspense, ou s'il y a un côté, pareil, fantastique. Mais c'est vrai que Sonatine, ils en font aussi maintenant. Ils ont même fait de l'horreur avec leur clown, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, ils partent des fois dans des trucs un peu comme ça, à la frontière du réel. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours le 17 septembre, alors sortira aux éditions Imaginary Edge, que je ne connais pas, le livre des Innommés, partie 1, de J.P. Anderson. Alors, lorsqu'il était enfant, Erazel s'est promis qu'il tiendrait un jour le domaine terrestre au creux de sa main et qu'il mettrait fin au règne exercé par les dieux sur les hommes.
Des années plus tard, devenu stratège redouté et conquérant sans égal, il s'apprête à porter un nouveau coup aux déités en prenant la mythique cité de Féili. Pardon. Mais sur sa route se dresse Méi, jeune prêtresse de Nika Urkan, souverain parmi les dieux. Tout oppose ses ennemis, rien ne devrait les rapprocher, et pourtant, entre les manipulations, les miracles et les trahisons, un lien inattendu émerge. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'atout le plus précieux d'un homme s'avère aussi être l'arme peut-être la plus fatale? Bon, alors ça a l'air pas mal, j'aime bien le début. Après, j'espère que ça va pas trop tourner en romantaisie. Il faudrait que j'aille voir si Imaginary Edge, je ne connais pas, s'ils ont un compte Booksta, voir s'il y a un petit peu plus d'infos, ça pourrait être intéressant. Celui-ci, je l'ai repéré aussi et j'étais contente parce que je ne m'étais pas rendu compte au début que c'était en poche. Et si, ça sort bien chez le livre de poche. C'est Traverser les forêts de Caroline Hinault, toujours le 17 septembre. 3 femmes, une forêt. La forêt, c'est la dernière forêt primaire d'Europe aux confins de la Pologne. Déjà, moi, j'adore quand on parle de forêt primaire. Même s'il n'y a pas de fantastique dedans, c'est pas grave. Un sanctuaire sauvage peuplé d'une grande faune disparue ailleurs. C'est là que vit Vera, journaliste biélorusse exilée depuis le printemps au milieu des arbres et des bêtes. C'est là qu'est revenue s'installer Nina, elle qui a rêvé que sa beauté lui ouvrirait les portes de l'Occident, mais qui, remâchant ses illusions perdues, occupe avec son fils l'ancienne maison forestière de ses parents. C'est là enfin, dans cette zone rouge, où patrouillent désormais les militaires qu'Alma tente de franchir la frontière. Sans qu'elle le sache, la forêt va entremêler le destin de ces 3 femmes. Alors, je pense pas qu'il va y avoir du fantastique, mais oui, un côté écologique et féministe, très certainement, ça peut être intéressant. Les militaires qui surveillent cette zone rouge, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que ce sont les Russes ou est-ce que ça se passe dans un autre monde? Je ne sais pas trop, mais bon, ce qui est super par contre, il est à 8,40 €, c'est qu'il sort en poche. Bon, en n'étant pas sûr, c'est vrai que ça peut être pas mal. Là, nous allons retourner vers l'IA et toutes les peurs qu'elle peut déclencher chez nous avec William de Mason Cole qui sortira le 18 septembre aux éditions Le Cherche Midi. Il est déjà trop tard. Henri, brillant ingénieur, est parvenu à créer une intelligence artificielle plus développée qu'aucune autre. Il l'a appelée William. Il passe la majorité de son temps dans le grenier de sa superbe maison à travailler sur ce projet. Tout irait pour le mieux s'il ne sentait pas que William prenait ces derniers temps une autonomie inquiétante. Il sent en effet la machine nourrir quelques ressentiments envers le genre humain. Plus inquiétant encore, William semble développer une fixation sur Lily, la femme d'Henri. Ne vaudrait-il pas mieux le débrancher avant qu'il ne soit trop tard? Mais il est déjà trop tard. Alors qu'un couple d'amis vient rendre visite à Lily et Henri, William prend le contrôle de la maison ultra connectée du couple et l'enfer commence. Bon, là franchement, celui-là, ça va être compliqué de résister. Vu le sujet. Donc, le 18 septembre, sortira chez Pocket La couleur du froid de Jean Krug, qui est connu plutôt pour faire voilà, de la SF. Je me demande si ce n'est pas un spécialiste d'ailleurs de... Il a écrit d'autres livres, je crois qu'il se passe en Antarctique. Je me demande si ce n'est pas un peu un spécialiste, c'est pas son travail, et du coup ça peut être assez technique dans ses livres. Je sais pas, je ne l'ai jamais lu, donc à voir. Donc nous sommes en Antarctique en 2070. Mila Stenson est l'héritière tourmentée d'une multinationale tentaculaire fondée sur le crypto-dollar et le réchauffement climatique. Mais depuis quelques années, la situation se dégrade. La chute inexpliquée des températures menace son empire et des rêves étonnamment vivants troublent son sommeil. Lorsqu'un message détecté dans la glace et rédigé dans une langue inconnue arrive soudain à son attention, c'est le déclic. Accompagnée par Valda Kalic, une climatologue maladroite et brillante, et Paul Daman, un technicien polaire rongé par son passé, elle décide de répondre à l'appel austral. Donc ils vont aller enquêter apparemment en Antarctique. Bon, à voir. Il faudrait que j'essaie, Jean Krug, ou peut-être emprunter en bibliothèque, parce que c'est vrai que si c'est trop technique, ça risque d'être compliqué pour moi. Mais bon, là, on continue. Alors, j'ai toujours pas lu cet auteur. Je crois qu'il écrit des livres qui sont... Voilà, c'est du fantastique, mais c'est assez décalé. C'est John Scalzi, Viser la Lune. Donc, c'est toujours chez La Talente et toujours le 18 septembre. Et vous verrez sur la couverture, la Lune, effectivement, est un fromage. Voilà. La Lune, du jour au lendemain, est métamorphosée. Là où basalte et arnotosite, régnant en maître, les observations attentives sont unanimes. Notre satellite s'est transformé en fromage.
Qu'importe les raisons, bien que Rabat-Joie et autres fâcheux s'interrogent, les plus sages polémiquent sur la famille du fromage qui compose la Lune désormais. Préparez-vous à vivre un cycle lunaire des plus étonnants. John Scalzi, je crois que c'est lui qui avait fait Super Méchant, non, Super... je ne sais pas retrouver le titre non plus. Super Méchant et la société très secrète des... Non, pas des kaijus, je ne sais plus. Enfin, des trucs qui ont l'air toujours un peu décalés et assez drôles tout en étant dans l'univers fantastique. Bon, je pense que j'essaie pareil d'emprunter un roman en médiathèque, d'emprunter pardon, un roman de cet auteur avant de voir si ça me plaît. Parce que des fois, moi, le mélange imaginaire et humour, ça marche pas toujours très bien. Donc, c'est pareil, je vais voir. Alors, celui-ci, je l'ai mis... bon, je pouvais pas ne pas le mettre. C'est du policier, mais c'est un huis clos. On va parler de vampires, même s'il n'y aura pas de vampires dans l'histoire. Enfin, pas de vampires version monstre imaginaire, en tout cas. Je ne peux pas passer à côté. C'est le prochain roman de Nicolas Beuglet, Transylvania. Donc ça sort chez XO Éditions et toujours le 18 septembre. Il était une fois, encore aujourd'hui, on prétend que le château de Bran en Transylvanie était la propriété du comte Dracula. Rares sont ceux qui s'arrêtent dans cet hôtel reculé, cerné par la neige et la glace. L'endroit paraît habité par des fantômes depuis la nuit des temps. C'est là que la jeune inspectrice Mina Dragan est envoyée pour enquêter sur un meurtre étrange. Un cadavre gît dans une chambre, celui de l'unique client de l'établissement. À ses côtés traîne une vieille malle verrouillée. Avant de disparaître, l'assassin a inscrit un tatouage énigmatique sur la main de sa victime. Mina Dragan ne le sait pas, mais c'est pour elle le début d'un jeu de piste terrifiant qui lui fera découvrir la face cachée, peut-être pas si imaginaire, des contes de fées de notre enfance. Bon, je vous en dis pas plus parce que bon, le résumé est déjà très long. Bon, la Transylvanie, moi, évidemment, j'adore les histoires de vampires. Alors, la Transylvanie, c'est quelque chose qui me fascine. Alors, c'est vrai qu'il y a des soi-disant châteaux. Alors, le château de Dracula, il n'existe plus, le vrai château. Mais il y a un ou deux châteaux où il aurait peut-être, parce qu'il a vraiment existé, Vlad Tepes, c'est de cet homme que s'est inspiré Bram Stoker pour écrire son Dracula en le transformant en vampire dans son roman. Mais il a vraiment existé, c'était à quelle époque? 15e siècle, je dirais. 14e à tout casser, peut-être 15e siècle. C'est vrai qu'il était connu pour empaler ses victimes, notamment, oui, c'était un noble de Transylvanie, et notamment, il luttait pour empêcher les Ottomans de s'emparer de l'Europe de l'Est. Et oui, il avait la réputation d'empaler ses victimes. Donc voilà, c'était un personnage très sympathique, même le vrai. Voilà, donc il y aurait peut-être des châteaux dans lesquels il aurait séjourné, on n'est même pas sûr. Donc évidemment, d'un point de vue touristique, ils vous vendent ça en disant que oui, Vlad Tepes a vraiment dormi dans ce château. Bon, après, je veux dire, j'ai vu des fois des reportages sur la Transylvanie, ça a l'air tellement sauvage, ça doit être vraiment très très beau à voir. De toute façon, une partie de la Transylvanie appartient à la Roumanie. C'est un pays qui est resté très sauvage, la Roumanie, hein, donc avec encore beaucoup de nature. Ça doit être très très beau à voir. Puis cette ambiance de huis clos, moi, voilà, j'adore. Je pense qu'il va finir aussi dans ma wishlist celui-ci, et certainement plus tard dans ma palle, au fur et à mesure. On verra. Alors, cette fois, nous sommes le 18 septembre, et là, c'est chez Juno Publishing, Le voleur des dieux de Charlie Dark. Alors, je ne sais pas si on va être dans de la romantasy, parce que Juno Publishing, ils sont plutôt connus pour ça. Alors, on va suivre Finn, un cambrioleur de haut vol habitué au larcin d'œuvres d'art dans des maisons prestigieuses. Il est aussi insaisissable que talentueux, car jamais il ne s'est fait prendre. Jamais, jusqu'à ce qu'il décide de s'attaquer à l'impressionnant domaine d'un mystérieux roi de la fête, un certain Cadmos, connu pour sa fortune issue de ses nombreuses boîtes de nuit. Donc apparemment, ça se passe à notre époque. Finn se rend chez lui et après son passage, il est enlevé par des faunes, qui le ramènent de force chez Cadmos. Celui-ci, fasciné par son talent de voleur, décide de l'engager. Finn devra aller cambrioler les demeures des membres de la famille de celui qui lui fait signer un pacte avec un verre de vin. Ah, et cet homme qui possède un regard d'or liquide ainsi qu'un sourire aussi acéré que charmeur n'est autre que Dionysos, le dieu de la fête du vin et de la débauche. Piégé par la fourberie de Dionysos, Finn est forcé d'accomplir des larcins qu'il lui commande car à présent le dieu en a décidé ainsi, il lui appartient. Je suis désolée, excusez-moi, j'ai la gorge complètement enrouée. Je me souvenais plus, ouais, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que je me suis dit, tiens, on va parler du dieu Dionysos, un dieu dont on ne parle pas très souvent, donc apparemment qui hante toujours notre planète à notre époque. Donc je pense qu'on va être dans une romance MM. Alors, le fait de parler de Dionysos, un dieu qu'on ne parle pas beaucoup, que ce soit transposé à notre époque, ça me tente beaucoup. Le côté romance, moins.
Peut-être, j'ai des gens qui ont des partenariats, des gens que je suis sur Booksta qui ont des partenariats, je crois, avec Juno Publishing. Je pense que voilà, j'irai voir leur chronique avant de me lancer. On reste au 18 septembre et on retourne avec le Héron d'argent, avec le Féal sans visage de Garance de Jorna. Il y a un millénaire, la fin du monde a eu lieu, ou du moins c'est ce que l'on croyait. En réalité, ce n'était que le commencement. Rakian était autrefois un guerrier impitoyable, tenant fièrement son rang parmi les divinités. Mais aujourd'hui, l'ancienne légende de fer et de sang n'est plus qu'une ombre brisée, hantée par la mort. Exilé dans un village oublié d'Irédès, il partage sa solitude avec Cariade, une jeune femme tourmentée par ses propres démons au mépris de la vie des bonnes gens. Un matin, la guerre frappe sans avertir. Le héros maudit n'a d'autre choix que de reprendre les armes et de faire face aux fantômes de son passé. Quant à Cariade, emportée par un maelstrom de violence, elle se retrouve à combattre oppresseurs, monstres et anciens amis. Car un ennemi implacable et insidieux se cache dans l'ombre. Muets, invisibles, ils sondent leurs esprits à la recherche de leurs failles les plus profondes. Un traître à jamais sans visage, son nom est Lacléas. J'en sais pas plus, ça fait assez mystérieux. Je ne sais pas s'il va y avoir une romance. En tout cas, j'aime bien ce côté fin du monde. Alors j'espère, parce que quand je lis les noms des personnages et des lieux, tout ça, j'espère que vous arrivez à suivre quand je vous fais des résumés, parce que comme c'est des noms voilà, tirés de l'imaginaire, c'est toujours des trucs des fois un peu what the fuck, ou pas trop prononçables, ou pas facile à retenir. Donc j'espère que je suis assez claire quand même dans mes résumés. Alors là, nous passons au 24 septembre avec Brassascoven. Voilà, en parlant de noms un peu compliqués. Brassascoven, tome 1, La forêt de feu de Alix Garnier-Agrène, et c'est chez Bayard Jeunesse. Alors, Brassascoven, La forêt de feu, le premier tome d'une duologie fantasy captivante. Héritière du royaume de Brassascoven, si vous n'avez pas compris qu'on parle de Brassascoven, Freya voit son monde voler en éclats lorsqu'elle découvre ses parents assassinés et la flamme ancestrale qui protège le royaume éteinte. Déterminée à trouver le coupable, même si elle doit abandonner son trône, elle se lance sur les terres de son royaume avec Mathias et Lucas. Mais leur quête vacille quand ils font face à une entité magique bien plus puissante que ce qu'ils n'ont jamais connu. Une entité prête à détruire leur monde. On va avoir un récit initiatique époustouflant. Voilà. C'est pas tellement plus. Le livre est assez beau avec son jaspage. Alors, je pense que ça ne doit pas être du hardback parce qu'il reste à 18,90 €. Bon, à voir, parce que ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu du déjà vu, quête initiatique. Voilà, là, sauf que là, c'est une femme. Bon, à voir, selon les premiers retours. C'est celui-ci dont je pensais vous parler tout à l'heure. C'est le nouveau roman de David Brie qui sortira donc chez Outre-Fleuve, chez Fleuve Noir, c'est leur collection SFFF. Donc ce sera le 25 septembre. L'heure de la bataille approche. Depuis la ceinture d'astéroïdes, les rebelles s'affairent aux derniers préparatifs. Bientôt, ils libéreront leur planète et la débarrasseront du despotique Radent qui en exploite les particules du temps, les rarissimes chronos. Bientôt, ils déjoueront les probabilités calculées par les IA et vaincront. Noam attend ce moment depuis longtemps. Obsédé par les chronos dans lesquels il revit ses souvenirs malgré les radiations qu'il subit, le pilote n'a plus rien à perdre. Il a surtout une promesse à tenir, il tuera Radent. Accompagné de son meilleur ami Kay et d'Eleanor, scientifique aussi géniale qu'asociale, il partira au combat, quelle qu'en soit l'issue. L'éruption d'un émissaire terrien et d'une IA échappée de la forteresse de Radent vont bouleverser tous ses plans. David Brie, j'avais lu... c'était le chien du forgeron. Non, c'était pas le chien du forgeron. Si, c'est le chien du forgeron. Mais on était plus dans de l'héroïque fantasy. Donc là, on est plus dans de la SF. C'était complètement abordable. Donc voilà, c'est pas trop complexe. Alors je crois qu'Ingrid, la lectrice, va le recevoir en service de presse. Donc du coup, je vais attendre son retour. je vais en profiter. Ensuite sortira une suite de tomes. Je vous l'ai mis parce que j'ai les deux premiers dans ma palle, même si je n'ai lu que le tome 1 pour le moment. C'est le tome 3 d'Emily Wilde, avec pour titre L'abrégé des contes perdus d'Emily Wilde. C'est toujours de Heather Fawcett et c'est toujours le 25 septembre et c'est chez Sabran. Bon, je ne vous en dis pas plus. C'est déjà le troisième tome. Emily Wilde, alors je ne sais plus à quelle époque ça se passe. C'est pas au début du XXe siècle. J'ai lu le premier, mais je ne me souviens plus. Elle travaille dans une université où ils étudient les fées. En fait, il est accepté dans son monde que les fées, des créatures fantastiques existent. Et dans le tout premier, elle va s'isoler. C'est dans une île norvégienne, je crois. Enfin, vraiment
très isolée, très froide. Elle s'isole là-bas pour essayer de rencontrer un peuple de fées que peu de gens ont réussi à approcher, sauf qu'elle s'y prend très très mal parce que c'est vrai qu'elle est assez asociale. Donc du coup, les premiers contacts avec les villageois se passent pas super bien. Et puis elle est rejointe par un des professeurs de l'université qui, lui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un de solaire, qui tout de suite crée des liens avec les habitants du village, ce qui énerve complètement Emily, évidemment. Donc c'était assez rigolo. On a un côté, ça fait cosy fantasy. En même temps, dans le premier, il y a quelques scènes à la fin qui sont pas très cosy, mais ça se rapproche un peu de la cosy fantasy quand même, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est voilà, rencontrer des fées qui sont plus proches des failles, voilà, un peu terrifiants qu'on peut voir dans certains livres plutôt que des gentilles fées clochettes. Mais en tout cas, c'était pas mal, ça se lit bien. Bon, voilà, ça casse pas quatre pattes à un canard, mais trois pattes à un canard. Pardon, je dis toujours quatre pattes, je sais pas pourquoi. Bref, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais ceci dit, je me souviens bien quand même du premier, il a bien marqué, ça se lit bien. C'est un bon moment de détente. Enfin, c'est super. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai pas encore fait ma vidéo sur le Pumpkin Note pour le Pumpkin Note on Challenge, que je pourrais très bien me mettre Emily Wilde aussi dans ma palle. Alors, ensuite, là, on va repartir, alors, d'un point de vue historique, mais vu ce dont on va parler, ça m'intéresse fortement, même si, à mon avis, ça va encore être une pavasse, puisque c'est du Ken Follett. Ken Follett, il écrit des pavasses quand même. C'est Le Cercle des Jours, qui sortira le 25 septembre chez Robert Laffont, et là, on va parler de Stonehenge. Alors, Stonehenge, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est ces alignements de pierres, de dolmens, de pierres dressées qui se trouvent dans le sud de l'Angleterre, qui ont donné lieu à des tas de théories toutes plus loufoques les unes les autres, allant jusqu'à dire que c'était les extraterrestres qui avaient réussi à dresser ces pierres, puisque c'est vrai qu'on se demande, il y a encore, moi j'y suis allée, hein, il y a des années de ça, je voulais le voir. C'était marrant parce qu'on partait pour y aller et on s'est dit, mais purée, ça avance pas. Il y avait des bouchons pas possibles sur la route d'un seul coup. Et en fait, il fallait faire le tour d'un rond-point et remonter. Et en remontant, bah, vous voyez Stonehenge de la route. Donc en fait, les gens ralentissaient pour regarder Stonehenge. Et c'est impressionnant. Alors les pierres sont pas immenses par rapport à ce qu'on peut voir maintenant, ce qui a été créé après, parce que ça date de la préhistoire. Mais se dire qu'effectivement, il y a des hommes de la préhistoire qui ont quand même construit ça. Et il y a encore plein de fouilles hein, sur ce site. Hein, il y a encore beaucoup effectivement, de mystères. Alors, des mystères historiques, hein, pas des extraterrestres ou je ne sais quoi, etc. Mais voilà, on se demande si c'était pas un site funéraire, notamment. En plus, il y a plusieurs peuples préhistoriques qui ont vécu sur ces lieux. Ils retrouvent encore des tombes actuellement. Donc c'est passionnant de marcher. Alors on peut pas aller au centre, hein, mais c'est vraiment passionnant. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre une image de Stonehenge. C'est passionnant de marcher, de se dire qu'il y a eu des hommes préhistoriques qui ont été là, qui ont dressé ces pierres. Et c'est vrai que c'est durant les solstices, je crois. Alors évidemment, il faut se lever tôt le matin, puis il faut tomber à la bonne période. Mais vous avez le soleil qui passe dans un alignement de pierres. Alors ils se demandent, oui, est-ce que ça a été fait exprès? Alors, est-ce que c'est un site funéraire? Est-ce que c'est pour rendre hommage à leur mort ou à leur dieu? Voilà, il y a encore plein de choses, mais voilà, je vous dis, ça reste historique. Ne partons pas dans des trucs, bon, hein, les extraterrestres qui ont construit Stonehenge, les pyramides et je ne sais quoi encore. Il y a encore des gens qui y croient. Hein. Vous allez sur les réseaux sociaux, il y a encore des gens qui y croient. Donc là, je pense qu'on va suivre plusieurs personnages qui vont justement rentrer dans l'histoire de Stonehenge. Et ouais, c'est un lieu, quand vous y êtes, vous avez l'impression d'être hors du temps, en fait. C'est juste incroyable. Du coup, je lirai bien. Alors, dans son nouveau roman, Le Maître des grandes épopées aborde l'un des plus grands mystères du monde, la construction de Stonehenge. Un talentueux tailleur de pierre. Seth, tailleur de pierre, traverse la grande plaine sous la chaleur estivale pour assister au rituel qui marque le début d'une nouvelle année. Il se rend à la foire du solstice d'été pour faire commerce de son art et retrouver une mine dont il était pris. La famille de la jeune fille est prospère et offre à Seth un moyen d'échapper à la brutalité de son père et de ses frères, gardiens de troupeaux. Ensuite, on suit une prêtresse qui croit à l'impossible. Joya, la sœur de Nine, prêtresse visionnaire et meneuse sans égale, regarde la cérémonie du solstice d'été. Ouais, donc je pense que c'est bien là qu'on va avoir cet alignement du soleil qu'on voit à travers les pierres, avec fascination. Alors certaines des pierres sont tombées, hein, évidemment, hein, ça date de plusieurs milliers d'années. Je reprends le résumé. Alors, elle regarde la cérémonie du solstice d'été avec fascination et rêve de bâtir une grande construction en pierre. Mais sur les collines et dans les forêts de la Grande Plaine, une colère gronde.
Ouais, donc apparemment, on va assister à la construction de Stonehenge. Et un monument qui va changer la civilisation. Joya a en tête un monument en pierre circulaire qui serait assemblé par les différentes tribus de la plaine en conflit. Voilà. Et cela serait une grande source d'inspiration, mais des complications sont nombreuses. La sécheresse ravage les sols, la méfiance grandit entre les fermiers et les gardiens de troupeaux, tandis qu'un acte de violence sauvage va mener à une guerre ouverte entre les tribus. Alors c'est vrai qu'on des fois, la préhistoire, moi j'ai cette tendance-là à imaginer la préhistoire, vous voyez, l'homme de Néandertal, voir le Cro-Magnon des débuts qui frappait ses petits silex, voilà. Alors que là, on parle quand même, la préhistoire, c'est aussi toute une période où les hommes ont réussi à construire des maisons, où ils ont développé l'élevage, l'agriculture, où ils se sont sédentarisés, où ils ont construit, fabriqué des instruments, où ils ont utilisé le bronze, le métal, le fer, enfin voilà, c'est tout ça la préhistoire, hein. C'est sur des milliers d'années. Moi j'ai toujours les, voilà, je pense, voilà, vraiment le truc, vous voyez, le mec avec sa peau de bête, qui craque ses petits silex et qui poursuit le mammouth. Non, mais la préhistoire, c'est pas que ça. Et justement, pendant les vacances, on est allé visiter, alors il y en a pas beaucoup, hein, des grottes qu'on peut encore visiter, où il y avait des dessins datant, alors évidemment, j'ai pas retenu de quelle, enfin, de la préhistoire, je ne sais plus de quelle période de la préhistoire, ça devait être de 2000 à 2500 avant Jésus-Christ. Il y a des dessins, en fait, c'est un bonhomme, c'est quand on était en vacances dans le Cantal, oui, dans le Cantal. C'est un monsieur, dans les années 50, je crois. Il était en train de creuser son jardin, et d'un seul coup, tout s'est effondré. Bon, heureusement, il ne s'est pas tué. Et en fait, il y avait des grottes en dessous de chez lui. En fait, il y a plein de grottes comme ça, sous terre, dans le Cantal, qui ne sont pas connues. Donc, il y avait des hommes et femmes préhistoriques et enfants qui vivaient là-dessous. Et il y a des dessins. Alors, par contre, heureusement que la guide nous a montré les dessins, parce que franchement, il y en a, mais pour voir que c'est des dessins et deviner ce que c'est pas évident. Par contre, quand elle nous a expliqué comment ils faisaient ça, on se dit c'est un truc de fou. Et en plus, ils ont retrouvé des traces d'un homme qui serait venu d'assez loin pour venir dans ces grottes. Alors pourquoi des gens venaient d'aussi loin pour venir dans ces grottes du Cantal, sachant que je veux dire qu'à l'époque, les moyens de transport n'existaient pas, ni rien, que c'était quand même dangereux de partir comme ça. Et alors, apparemment, c'était un lieu de rassemblement, sauf que, bon, pour l'instant, c'est pareil. Il y a encore beaucoup de recherches historiques sur ce lieu, dont je n'arrive pas à retrouver le nom, évidemment. Ils sont encore en train de chercher, et on met beaucoup d'hypothèses, mais sans être sûr, évidemment, du pourquoi de ce rassemblement, pourquoi ils vivaient là, parce que c'est pareil, on a l'image aussi de l'homme préhistorique qui vit dans les grottes. Vivre dans les grottes, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus simple, hein. Il peut y avoir des éboulements, des écoulements d'eau. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. C'est pour ça que la grotte n'était plus visible. C'est-à-dire qu'il y a un gros écoulement de boue. C'est vrai qu'on voyait, en fait, elle nous disait, vous voyez, faut imaginer que l'homme préhistorique était beaucoup plus bas que ça, enfin, parce que là, maintenant, il y a de la boue qui a recouvert le sol. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de changements et c'était vraiment, vraiment très intéressant. En plus, c'est ce que nous expliquait la guide. Elle n'est pas du coup archéologue ni rien, hein. Elle fait ça, voilà, c'est une passion en fait qu'elle a. Donc, du coup, elle se met à votre niveau. Elle part pas dans des trucs compliqués. Mais c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils venaient se rassembler là? Est-ce que, je sais pas, une fois par an, c'était un lieu de fête? Ou je sais pas. C'est fou parce qu'on se dit quand même, il y a pas de moyen de communication ni rien. Et quand même, il y avait des endroits de rassemblement. Et les gens venaient apparemment peindre en plus dans ces grottes en particulier. Bref, j'espère que je ne vous ai pas saoulé avec toutes ces histoires, mais j'avoue que du coup, ça m'intéresse beaucoup. Puis, il y a tellement encore de mystères autour de tout ça que c'est franchement passionnant. Je passe au livre suivant, toujours le 25 septembre, là il sortira aux éditions Château d'Âme, pardon, La malédiction de Waterdown de Maria Levski. Là je crois qu'on va être dans une histoire de sorcière et encore de château un peu mystérieux. À la mort soudaine de leur grand-mère, Alison, Sky et Margaret, en froid depuis plusieurs années, sont contraintes de revenir à Waterdown, une petite ville écossaise. Ah bah oui, à l'Écosse, évidemment. Vous dites Écosse, je cours. Une petite ville écossaise donc qu'elles ne connaissent qu'à travers de vagues souvenirs d'enfance. Sur place, la cohabitation s'annonce difficile. Mais ce sont surtout les regards sombres et les silences pesants des habitants qui éveillent leur méfiance. Tout semble indiquer que leur présence dérange. Lorsqu'une invitation inattendue les conduit à un bal masqué dans un lieu inconnu, le domaine des Rosefield,
Les sœurs Balfour rencontrent leur mystérieux hôte. Il y en a plusieurs. La fratrie Graham, ça tombe bien, c'est des sœurs, il y a une fratrie en plus, cool, qui règne en maître sur la ville. Plus séduisants les uns que les autres, les Graham pourraient bien les entraîner dans un jeu dangereux, un jeu qui semble se répéter au fil des générations. Et une présence plus ancienne encore continue de peser sur les lieux. Une rumeur persistante, trop souvent murmurée pour n'être qu'un simple mythe. En Shadowtime, c'est vrai qu'ils font plus de la romance. J'aime bien de temps en temps. Et puis là en plus on va parler de trucs fantastiques, donc je dis oui à 200%. J'ai pris une petite pause parce que j'ai vraiment mal à la gorge. Toujours le 25 septembre, on retourne dans du poche chez Pocket avec la sortie de La Maison Idéale de Kate Collins. Je l'ai lu l'année dernière, j'avais reçu en service de presse numérique. J'avais beaucoup aimé puisqu'encore une fois, on est dans une maison mystérieuse. On va être sur 2 temporalités, 2017 et 1976. Et on va suivre des femmes. Alors en 2017, on suit un couple. Au début, ils vivent, je crois que c'est à Londres. Enfin, ça se passe en Angleterre. Ils vivent à Londres et ils en ont un petit peu marre avec leur petit garçon qui ne parle pas. Alors, ils ont fait plein de tests, psychologue, IRM, tout ce que vous voulez. Ils ne savent pas pourquoi il ne parle pas. Je ne sais plus quel âge il a, le petit garçon. Est-ce que c'est noté? Non, c'est pas noté, mais bon, il a largement l'âge de parler. Et ils en ont un petit peu marre, donc ils décident d'acheter une maison isolée. Voilà. Donc, évidemment, vous imaginez, il se passe toujours des trucs bizarres dans les maisons isolées. Sauf que petit à petit, elle se retrouve, je ne sais plus son prénom, Orla. Elle se retrouve avec son petit garçon. Son mari, lui, il a pris un studio pour la semaine pour travailler en ville. Donc, il n'est pas tout le temps là. Parfois, il ne revient pas le week-end. Donc, elle se retrouve dans cette maison où elle a l'impression de voir des choses du coin de l'œil, où il y a des portes qui s'ouvrent, où il y a des bruits bizarres. Elle est toute seule avec son petit garçon. Donc, on sent l'inquiétude monter. Et en même temps, on va suivre comment Lydia, en 1976, alors elle est arrivée dans cette maison de famille. En fait, elle est fille au père, employée de maison, babysitter, enfin bref, elle vit quasiment tout le temps avec cette famille qui est composée de 3 ou 4 enfants. C'est pas noté. En fait, ces enfants ont perdu leur père qui a été malade pendant très longtemps. Il vient de décéder, donc la mère a décidé d'emmener ses enfants et elle-même et donc Lydia avec eux pour l'aider, pour vivre et essayer de reprendre un peu leur marque dans cette maison de famille. Évidemment, ça va pas se passer comme il faut. Il y avait un côté assez féministe parce que ce sont 2 femmes qui se retrouvent, seules. En plus, la mère, alors dans les années 70, la mère est un petit peu dysfonctionnelle. En même temps, elle a dû porter à bout de bras la famille, porter à bout de bras son mari, dont elle s'est occupée jusqu'au bout parce qu'il n'a pas été hospitalisé. Elle a 3 ou 4 enfants. Elle a une préférence pour un de ses enfants. Je crois qu'elle a des jumelles. Donc les jumelles, elles vivent un peu leur vie. Puis il y a un petit garçon qui est un peu mis de côté. Lydia s'en occupe beaucoup parce qu'elle a beaucoup de peine pour ce petit garçon. Nous aussi, parce qu'on se dit le pauvre petit, quoi. Et c'est pareil, il se passe des choses un peu étranges. Et puis les gens du village disent que cette maison a pas bonne réputation. Voilà. Donc il y a ce côté gothique, évidemment, de maison mystérieuse et il faut accepter dans les romans gothiques que tout ne soit pas expliqué. C'est-à-dire que vous allez refermer le livre, vous n'allez pas avoir toutes vos réponses. Il faut le savoir, ça fait partie du genre, très souvent, surtout avec le renouveau du gothique, je trouve, on a toujours plein de questions qui restent sans réponse. Ça reste très prenant et je trouve que ça parle surtout de la solitude des femmes qui sont obligées de se débrouiller seules quand les hommes les laissent se démerder seuls en fait. Je veux dire, dans les années 2017, c'est lui notamment qui a voulu acheter une maison, plutôt qu'on fait, il la laisse se débrouiller toute seule dans cette maison et quand elle lui fait part de ses inquiétudes, il ne la prend pas du tout au sérieux. Voilà, donc c'est, puis la couverture, ils ont pris la couverture, je sais pas si j'ai, non je sais pas quelle couverture j'ai par contre, je n'avais pas la bonne couverture, mais celle c'était chez Les Escales, ou Presse de la Cité, Presse de la Cité. Il y avait cette espèce d'escalier un peu bizarre, je ne sais plus par contre si le poche il est de la même, fait du même tonneau. Mais c'était vraiment pas mal, mais encore une fois, ne vous attendez pas à avoir toutes les réponses à la fin du roman. Ensuite, toujours le 25 septembre, va sortir le tome 2 de Sombre Solstice, le village du dessous, de Johanna Marines et Lizzie Felton. C'est aux éditions Slalom. Je l'ai mis parce que j'ai acheté le tome 1 parce qu'il me tentait fortement, je ne l'ai toujours pas lu. La couverture est superbe. En fait, on suit un groupe de jeunes. Alors, je ne sais plus dans quelle année. C'est pas dans les années 70 ou 80, je ne sais plus trop.
Il décide d'aller camper au bord d'un lac. Sauf qu'au milieu de la nuit, il y a des lumières assez étranges qui apparaissent et il y a des nuées de papillons aussi qui apparaissent. Et apparemment, il y a un village de l'autre côté, donc il se passe des trucs assez étranges. C'est vrai que sur le papier, ce livre avait tout pour plaire. Après, j'ai vu qu'il y avait des retours qui n'étaient pas forcément fifou, mais je l'ai quand même acheté parce que voilà, l'ambiance me tentait. Je voulais lire La Plume de Lizzie Felton, qui a écrit d'autres romans dans le style un peu aussi fantastique, gothique. Donc ça me tentait. Bon, là, je vais attendre de lire le tome 1 avant d'attaquer. Je vais voir si j'achète le tome 2. Toujours le 25 septembre va sortir Les Encens de Maureen Desmailles. Alors là, je ne sais pas si j'ai pas noté. J'ai pas noté la maison d'édition. Est-ce que ce serait un... Non, j'arrive pas à lire. Je ne sais plus. Je suis désolée pour les maisons d'édition. Ça m'arrive d'oublier de les noter. Par contre, la couverture me plaisait beaucoup. Un secret dangereusement capiteux. Chaque moment, chaque émotion de la vie de Charlie sont marquées par une odeur. Pour faire de ce don son métier, elle a intégré le prestigieux Institut international de parfumerie à Paris. Quand ses parents lui coupent les vivres, elle craint de devoir y renoncer, mais son talent attire l'attention d'un professeur. Charismatique, brillant, exigeant, Laszlo de la Fosse va offrir de financer ses études et de devenir son mentor en échange de son aide dans l'élaboration d'une gamme de parfums un peu singulière, les encens. Encens, mais vous voyez comment ça s'écrit encens, hein. C'est pas du tout l'encens qu'on fait brûler. Ce que Charlie ignore, c'est que Laszlo est moins attiré par son odorat que par son sang. Parce qu'on va être dans une histoire de vampire. Bon, ça a l'air pas mal du tout. J'aime beaucoup la cover aussi, donc à voir. Alors là, on va retourner chez Nathan qui nous font des livres de plus en plus, je trouve, tous les mois, il y a au moins 2 livres de chez Nathan qui me tentent, c'est plus possible. Et chez eux va sortir le nouveau roman de Estelle Fay, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est L'héritier des fées et ça sortira aussi le 25 septembre. Nous sommes au XIIIe siècle dans les Pyrénées. Entre magie féerique et révolte cathare, Tristan, fils de chevalier et descendant des fées, doit choisir son camp quand son frère disparaît. Tristan est le second fils du chevalier d'Arpégéac et d'une Hadée, une fée des montagnes. Il est plus à l'aise dans la montagne, accompagné de ses amis enchanteurs que parmi les humains. Mais lorsque son frère aîné disparaît après avoir rejoint la révolte des Cathares contre le roi de France et les soldats de l'Inquisition, Tristan abandonne son univers protégé. Il n'a plus qu'une seule idée en tête, retrouver son frère, quitte à se perdre lui-même. Un roman historique et fantastique qui mêle avec brio la magie des légendes pyrénéennes et les événements marquants de l'histoire cathare. Bon, ça doit être intéressant. En plus, on va parler des cathares. C'est pareil, c'est une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup, ça, les cathares. Estelle Fay, je n'ai toujours lu aucun de ses romans. Donc, voilà. C'est pareil, je vais attendre les premiers retours, mais bon. Nathan propose des trucs trop bien en ce moment. Sortira aussi en poche, alors toujours le 25 novembre chez Pâle, de thé et de sang en main, un thé avant la tempête de Hafsa Faisal. Vous en avez peut-être entendu parler quand il est sorti en brochet. J'avais hésité à le prendre. C'est pareil, les retours étaient assez mitigés. Bon, là, je me dis en poche, pourquoi pas. Pourquoi sauver le monde quand on peut savourer un bon thé? Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Artie Casimir n'est pas que la propriétaire du Spindrift, le prestigieux salon de thé du White Roaring. À la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent. Donc, ça a l'air assez mystérieux. Bon, je vous dis, les retours n'étaient pas forcément extraordinaires. Bon, après, en poche, c'est moins gênant. Voilà. Vous allez claquer près de 20 € pour un livre qui ne vous plaît pas trop. Vous me direz, on peut toujours le revendre, mais bon, c'est quand même, c'est quand même un petit peu embêtant. Chez Scrinéo, alors ils vont sortir une nouvelle collection SF et dystopie, même si je pense qu'ils en ont déjà édité. Bon, je dis peut-être une bêtise, mais voilà, ils vont sortir une nouvelle collection SF et dystopie avec leur premier titre qui va sortir le 25 septembre, qui s'appelle L'Arche de Mère, donc la maman, mère, maman, de Pierre Bordage, quand même. Hein. Donc voilà, Pierre Bordage, hein, je vous invite à découvrir. Il a écrit aussi de l'héroïque fantasy, tout ça. J'aime beaucoup sa plume, bien longtemps que je ne l'ai pas lu. Ce sera l'occasion. Alors, Iyue, atteinte d'une maladie dégénérative incurable, encourage son amoureux, Sohan, à rejoindre l'armée pour défendre l'humanité contre une espèce inconnue, les Nostrem. Ceux-ci ont déjà exterminé des milliards d'humains sur plusieurs planètes colonisées depuis des siècles. Lors d'une attaque, Sohan est tué et
Iue, je ne sais pas si je prononce bien son nom, est recueillie à bord de l'Arche, un gigantesque vaisseau spatial dirigé par Mère, une mystérieuse jeune femme autoritaire vénérée comme un gourou. Ça sent bon tout ça. Quel est le projet de Mère? Qui sont ces nostrèmes qui sèment la désolation? Les humains payent-ils leur passé conquérant et violent? Que penser du terrible avertissement des Caudales, natifs de la planète Selgat? L'espèce qui vient sera sans pitié. Apparemment, c'est une prophétie. Alors, de quelle espèce il parle? Est-ce que ce sera l'espèce humaine? Est-ce que ce seront des extraterrestres? Je ne sais pas. J'avoue que ça me hype à fond. J'ai très hâte de découvrir aussi. On retourne avec du poche, toujours chez PAL, avec la sortie de l'automne sans fin, le 25 septembre. On recommence. Dans un monde où chaque saison est incarnée par un dieu, Tyrn mène une vie bien différente des autres mortels. Elle est le héros de l'automne, une divinité distante et froide qui règne sur sa saison et les âmes défuntes. Comme chaque année, elle accompagne son dieu dans le royaume des humains. Mais le miroir qui permet leur traversée se brise, les piégeant tous les deux et plongeant le monde dans un automne sans fin. Désormais prisonniers de leur saison, ils devront faire face aux afflictions de la vie mortelle, alors que les catastrophes se succèdent. Suspectée d'être l'instigatrice de ce chaos, Tyrn devra découvrir qui aurait intérêt à ce qu'un dieu soit exilé à tout jamais. Je l'ai trouvé pas très cher il y a pas longtemps, en grand format. Il n'était pas plus cher que le poche, donc je l'ai pris. J'avoue que sinon j'attendais sa sortie en poche parce que le pitch me tente beaucoup, mais quand il est sorti en brochet, les retours n'étaient pas terribles, disant que les personnages n'étaient pas assez développés. Enfin, même le récit manquait un peu de développement, que c'était trop court. J'ai lu aussi il y a pas longtemps que ce serait une réécriture de Perséphone. Alors je vois pas trop pourquoi, mais peut-être parce qu'on parle de saison, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, sachez que là, il sort en poche, donc si vous voulez tenter l'aventure, on peut. Alors là, ça va être une nouveauté de chez Ozu. Alors vous savez, vous avez peut-être déjà vu passer ça chez eux. Ozu font des romans de l'Avent en fin d'année, qui sortent déjà en septembre d'ailleurs, où chaque jour vous coupez votre page. Alors je crois que c'est pas un système très simple, parce qu'il faut y aller avec un coupe-feuille et vous lisez un chapitre tous les jours. Ça fait une sorte de calendrier de l'Avent, version livresque. Ils l'ont fait plusieurs fois avec Sophie Jomain. Ils en ont fait un ou deux cet été. Et là, ils vont en refaire un. Alors, ils vont en refaire un romance. Moi, j'y suis jamais allée parce que déjà, je me dis, moi, je suis une vraie catastrophe au niveau manuel. Donc, je vais saccager le livre. Mais surtout, bon, Sophie Jomain, c'est plus de la romance, du feel-good. C'est pas trop ce qui m'attire. Mais là, vous l'avez peut-être dû passer sur les réseaux, c'est Franck Tillier qui s'est prêté à ce jeu-là. Alors, le livre va sortir le 25 septembre, mais vous ne pourrez pas l'ouvrir avant le calendrier de l'Avent. Attention. Alors, je ne sais pas trop si je vais y aller parce que alors c'est bien un chapitre par jour, faut s'y tenir. Après c'est Ozu, ça reste plutôt jeunesse, young adulte. J'ai peur de ne pas m'y retrouver. Bon, j'avoue que je suis pas sûre. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, voilà, je vous le mets là quand même parce que au moins, le truc doit super bien marcher parce qu'il le développe. Donc ça s'appelle Le Roman Maudit. Donc c'est le premier thriller de l'Avent avec Franck Tillier. Que feriez-vous si vous trouviez un roman maudit en bas de chez vous? Un roman qui raconte l'histoire de Léo, 15 ans, kidnappé. Un roman qui ressemble de plus en plus à un vrai journal. Que feriez-vous si vous vous réveillez chaque matin et réalisez que vous revivez la même journée encore, encore et encore? Une journée pour tout changer, une journée pour découvrir qui est vraiment Léo, une journée pour sauver son frère, une journée pour sauver tous les autres, une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. Alors évidemment, maintenant j'ai relu le résumé, ça me donne envie quand même. Alors je ne sais pas combien il est, j'ai pas le prix dessus, zut. À mon avis, ça dépasse facile les 20 €, ce genre de livre. Il n'a pas l'air mal, hein. Faut pas se mentir, il n'a pas l'air mal. Là, nous passons au 28 septembre chez PKJ, donc plutôt de la jeunesse, mais on parle encore de maison un peu étrange, de famille étrange. La maison de Noctombre de Jack Mackey. Alors, pour protéger leur famille, Gwen et ses frères et sœurs devront affronter leur pire cauchemar. À la mort de leur mère, Gwen, son frère Roger et les jumelles Esther et Hazel partent vivre sur la petite île de Gloam avec leur beau-père Henri. La maison appartenait à leur grand-mère qui la leur a léguée. Mais dès qu'elle en franchit le seuil, Gwen sent que quelque chose ne va pas. Est-ce toute cette moisissure qui se répand presque à vue d'œil sur les murs? Ou ces terrifiants yeux dorés que Gwen a aperçus dans sa chambre? Henri, ayant accepté un emploi sur le continent, charge une jeune femme, Esmée, de s'occuper des enfants.
Comme pour la maison, dès que Gwen voit Esme, elle comprend que c'est une femme cruelle qui cache son vrai visage. Et peu à peu se demande si cette menaçante inconnue n'est pas liée aux événements étranges qui se déroulent dans la maison. Mais comment le prouver? J'avoue que ça n'a pas l'air mal quand même, hein. C'est du jeunesse, mais ça n'a pas l'air mal. Alors là, celui-là, je l'ai mis parce que c'est du post-apocalyptique et que j'aime bien. C'est chez Bookmark, ce sera le 29 septembre. Ce qui survivra de Charlie Eriksen. Alors Bookmark, souvent, vous avez de la romance. Là, il y aura une romance FF pour une fois. Mais le côté post-apocalyptique me tente pas mal et je trouve la couverture vraiment superbe. Je ne sais pas si ça va sortir. Alors, c'est marqué 17 euros. Je ne sais pas s'ils vont le sortir en relié collector. Peut-être pas. 17 euros, ça reste abordable. Après, il faut voir le nombre de pages. Bon, je vous fais quand même le résumé. La Terre est à l'agonie. La fin du monde est pour aujourd'hui. Hop Jensen, chercheuse désabusée, n'a que 12 heures pour trouver un moyen de survivre à l'apocalypse. Une fois le cataclysme passé, tout reste à reconstruire. Accompagnée de la fée, comme une fée, son insupportable drone de compagnie, Hop accepte une mission cruciale, protéger les rescapés des erreurs passées de l'humanité. Sur sa route, elle croise Violette, une aventurière énigmatique qui parcourt à cheval les États-Unis dévastés. Ensemble, l'étrange trio se lance dans une course effrénée à travers une Californie post-apocalyptique. Entre rencontres imprévues, humour et nostalgie, des liens inattendus se tissent au milieu du chaos. Voilà, donc ça n'a pas l'air mal. Voilà, le côté post-apocalyptique, puis avec des femmes en plus, j'avoue que ouais, ça tente pas mal quand même. Alors les deux suivants me tentent à fond. Enfin, surtout celui dont je vais vous parler. Là, rien que la couverture, de toute façon, c'est. J'ai vu que Babelio organisait une soirée de lancement. J'y serais bien allée, mais c'est toujours sur Paris, c'est toujours le problème. Donc c'est un peu compliqué, surtout avec les enfants et tout. Alors pour une fois, ça tombait un samedi, mais je sais pas. Il faut payer le train, faut. Je sais pas à quelle heure se termine la soirée, parce qu'on va passer une certaine heure, j'ai plus de train pour revenir dans le nord, donc je sais pas trop. Je vous parle du livre, en tout cas, c'est Alchemy Z de Sen Mi-yoon, donc c'est chez Hachette Lab. Je pense que ça fait partie de Hachette ou de Hachette Heroes, je ne sais pas trop. La couverture est juste incroyable. Qu'espères-tu encore caché dans ton esprit? La guerre est terminée. Holdfast n'est plus. La flamme éternelle s'est éteinte. Il n'y a plus rien ni personne à sauver. Dans ce captivant roman de dark fantasy, une femme amnésique tente de survivre dans un monde dévasté par la guerre, où se mêlent nécromancie et alchimie. Confrontée à l'homme déterminé à percer les secrets de son passé, elle devra affronter bien plus que de simples souvenirs oubliés. Il a l'air génial, j'adore. Franchement, la couverture a un côté très gothique. Pourtant, on parle de dark fantasy et d'un côté un peu post-apocalyptique aussi, sauf si c'est dans un monde imaginaire, mais voilà. Déjà, dark fantasy, moi j'aime beaucoup, puis là, le truc, ça me... Et là, c'est le... Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ce livre, Rose in Chains, qui est sorti chez Bragelonne, qui doit être sorti là déjà, qui s'inscrit dans de la fantasy romantasy et qui apparemment s'inspire d'une fanfiction de Harry Potter, parce que Harry Potter, ils font beaucoup de fanfiction où ils imaginent des couples différents de ceux qu'on peut avoir dans la saga de J.K. Rowling. Par exemple, ils imaginent une relation entre Harry Potter et Drago Malfoy, et Rose in Chains, ce serait une relation entre Drago Malfoy et Hermione Granger. Voilà. Donc là, on est carrément, il est dit que c'est voilà, c'est une fanfiction qui va donc sortir. Alors par contre, je n'ai pas le nom de la oh, je vais y arriver, de la maison d'édition qui le sort. Ça s'appelle Malacled, c'est le tome 1 et très bizarrement, c'est écrit par la même personne qui a écrit Alchemy Z. Voilà, ça sort, là ça sortira aussi le 30 septembre. Les deux sortent le 30 septembre. La couverture est assez étrange, vous voyez. Je sais pas, donc j'ai pas de maison d'édition. C'est voilà, des fanfictions. Apparemment, il y a 3 tomes d'après ce que je vois. Bon, après, je ne suis pas sûre à 100%. Donc, c'est une réécriture. Vous allez le comprendre tout de suite quand je vais vous lire le résumé. Harry Potter est mort. Au lendemain de la guerre, afin de renforcer la puissance du monde magique, Voldemort met en œuvre un effort de repeuplement. Hermione Granger possède un secret de l'ordre, perdu mais caché dans son esprit. Elle est donc envoyée en tant que substitut, mère porteuse du haut préfet, jusqu'à ce que son esprit puisse être brisé.
Bon, c'est fait très dark, hein, comme réécriture. Je me pose la question, je sais pas. Alors, je sais pas qui est. Donc, je suppose que sur la couverture devant, c'est Hermione. Derrière, qui est-ce? C'est quand même pas Voldemort. C'est Drago. C'est. Je sais pas. Mère porteuse. Ça fait un peu étrange. Bon, c'est un peu étrange cet univers des fanfictions, mais pourquoi pas? Je sais pas. Faudrait que j'aille voir parce que je suis pas sûre qu'on va avoir beaucoup comment, de retour sur ces livres. Mais en tout cas, ça sort en version, je dis pas de bêtises, hein, je regarde quand même, mais j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est bien une sortie. C'est bien marqué que c'est une fanfiction, hein. Donc je sais pas si on va retrouver, si ça va être à chaque fois avec Hermione Granger ou avec d'autres personnages, mais j'avoue que ça m'intrigue fortement, cette réécriture de Harry Potter. Voilà, bah ça y est, donc j'ai bien fait de le faire en 2 fois parce que ça aura quand même pris 2 heures pour faire toutes ces sorties de septembre. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé non plus avec mon blabla. Je suis très bavarde parfois. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, s'il y a d'autres livres que vous avez repérés, s'il y en a certains peut-être que vous avez là déjà acheté au moment où la vidéo sortira, que vous avez repéré. S'il y en a en particulier qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire, qu'on partage tout ça ensemble en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!